Pourquoi avez-vous choisi le piano? Alors, je crois que j'ai jamais choisi de faire de la musique. Ça fait partie un peu de la réponse. J'en ai toujours fait. Je me souviens pas un jour m'être dit « Ah tiens, je pourrais faire de la musique ». J'ai toujours fait de la musique comme on parle, comme on vit. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Le piano est arrivé, je crois que c'est simplement parce que c'est l'instrument qui avait le plus chez les gens quand on sortait de la maison avec les parents. Et très vite, je me suis mis à réfléchir en me disant « Tiens, on va chez un tel. Ah, lui, il a un piano dans la chambre là-haut. Tiens, eux, ils ont rien. Tiens, eux, ils en ont un en bas dans le salon, mais il est désaccordé. » Enfin voilà, je me souviens avoir commencé à répertorier ça. Donc j'allais sur le piano et puis je jouais avec deux doigts parce que ça marchait. J'avais remarqué que ça marchait en tierce, là, à partir de Do. Et puis voilà, c'est les premiers trucs. Après, j'ai aussi fait un peu de batterie et de la guitare, mais quand je suis arrivé en 6e dans un grand collège qui était un vieux château à côté de chez moi, il y avait dans ce château, dans le salon d'honneur, un vieux piano. J'y allais pendant les récréations et un élève de terminale, il jouait dessus le ragtime et puis je sais plus quoi, voilà, des choses un peu comme ça. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'apprendre à jouer ça et quand est-ce que je saurais faire ça? Et voilà, donc le piano est arrivé comme ça, sans doute parce que c'est l'instrument qui a le plus chez les gens. Et puis très vite, j'ai eu envie, comme j'ai vu que j'avais une facilité, j'ai eu envie d'en profiter comme n'importe quel jeune musicien, pour montrer aux gens que je sais faire quelque chose, pour être entendu, pour être écouté, voilà, ça faisait partie de tout ça. J'allais dans la cour de récréation entre midi et 2, avec plaisir, jouer du piano. Il y avait des jeunes filles qui venaient avec moi, qui trouvaient ça super cool. Voilà, ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles on commence à jouer d'un instrument au départ, quoi. En tout cas, moi, ça fait partie de mes raisons. En fait, aujourd'hui, quand j'entends cette question, j'ai aussi envie de répondre par le fait que je regrette un petit peu de ne pas avoir fait de la guitare, parce que quand je regarde le nombre de guitaristes que j'écoute et le nombre de pianistes que j'écoute, en fait, j'écoute beaucoup plus de guitaristes que de pianistes. Et il y a un truc qui me manque dans le piano, c'est le fait de pouvoir tirer sur les cordes, de pouvoir, ce qu'on appelle en anglais, faire un bend, ce qui donne une expression humaine beaucoup plus proche, en fait, de ce qu'on est, de ce qu'on vit tous les jours, du son de la voix qui n'arrête pas de bouger, etc. Et aujourd'hui, je réfléchis, je me dis, voilà, le problème du piano, c'est que le son est carré, on appuie sur une touche, on fait un son. Alors, on peut le faire plus ou moins doucement, on peut faire des tas de couleurs, mais on ne pourra jamais faire ce fameux bend qu'il y a en guitare, et on ne peut pas non plus vibrer. Ce qu'on fait avec une guitare. Ça, avec le piano, c'est pas possible. On a beau essayer, sur la touche, il n'y a vraiment que pour la vue que ça marche, parce que sur le son, ça fait rien. Donc voilà, j'ai choisi le piano parce qu'il est arrivé à moi, mais je crois que dans une autre vie, je ferais bien de la guitare. Comment avez-vous étudié le jazz? Je ne sais pas si j'ai étudié le jazz. J'ai commencé à m'intéresser au jazz un peu plus tard qu'à la pop et qu'au rock, puisque les premiers groupes dans lesquels j'ai joué étaient des groupes de rock. Et à 17 ans, j'ai vu un concert de jazz qui avait été organisé par ma mère dans une abbaye près du Mans. Et c'était un trio de jazz. Et en voyant cette musique, en voyant ce trio, je me suis dit, cette musique est tellement riche harmoniquement et rythmiquement que si je l'apprends, je vais pouvoir jouer tout le reste, y compris la musique classique, bien sûr, qui est vraiment à part. Et voilà, j'ai eu cette révélation à 17 ans et j'ai arrêté de faire du rock, j'ai vendu tous mes synthés, mes boîtes à rythme, etc. pour me consacrer au piano et vraiment à l'harmonie, accord par accord, etc. Donc j'ai appris le jazz tout seul. De toute façon, j'ai appris toute la musique tout seul, puisque je suis totalement autodidacte. Et j'ai jamais mieux appris que seul dans ma chambre. C'est ce que je réponds à chaque fois qu'on me demande. Je suis allé dans des écoles, j'y ai pas appris grand-chose. Je suis allé à l'école des enfants, comme tous les enfants du monde, j'y ai pas appris grand-chose. Par contre, quand j'ai décidé d'apprendre quelque chose, je m'enferme et j'apprends. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris le jazz
en écoutant des disques, ce qui est quand même une des meilleures façons d'apprendre cette musique, puisque c'est une musique qui se transmet quand même par les oreilles. Et voilà, et j'ai écouté, il y a quelques grands pianistes qui ont énormément compté, le premier étant Keith Jarrett, qui est l'un des premiers albums qui est arrivé, premier album de jazz qui est arrivé à la maison. Je m'en souviens encore de l'effet que ça nous a fait, ce Call Concert qui inondait la pièce de ce son de piano avec un peu de reverb dessus. Là, ça m'a marqué. En plus, dans ce piano de Keith Jarrett, il y a vraiment le mélange que j'aime le plus, c'est-à-dire qu'on sent l'héritage des chansons, notamment le morceau le plus connu qui s'appelle Memories of Tomorrow, est vraiment comme une chanson irlandaise en fait. Et là, je me suis senti chez moi, c'est-à-dire le jazz, oui, parce que c'est un langage qui permet d'improviser, donc c'est ce que j'aime le plus faire, mais avec un bagage. Et ce bagage, quand en plus il vient de la chanson, c'est-à-dire avec une forme de couplet, de refrain, etc., avec des structures qui font que les gens arrivent à suivre, on est exactement là où j'ai envie d'être dans la musique. Voilà. Donc en gros, j'ai appris le jazz tout seul en écoutant des disques. Pas seulement des pianistes, il y a énormément de guitaristes qui m'ont touché, notamment l'un d'entre eux qui est le plus important pour moi, qui s'appelle Pat Metheny. Voilà, je crois qu'à 16, 17, 18, 19 ans, j'écoutais Pat Metheny constamment. Et encore un qui a parfaitement intégré la forme de la chanson dans une musique de jazz assez complexe. Donc il a rendu le jazz accessible à tous. Voilà. Quel genre de musique vous a influencé? Beaucoup de musique m'ont influencé. La première musique qui m'a influencé, c'est la musique classique, puisque mon père écoutait, et écoute toujours d'ailleurs, environ 20 heures de musique classique sur 24. J'exagère à peine. Donc la première musique que j'ai entendue, c'est sans doute celle-là. La chanson française également, parce que ma mère, par contre, était très amatrice, on dit ça, amateur de musique française, de chansons françaises. Donc on a les grands classiques, Brel, Brassens, Piaf, Montand, etc. Et puis enfin, une musique très importante, c'est la pop musique, qui finalement était la musique qu'écoutaient mes grands frères, mes trois grands frères. Donc le rez-de-chaussée de la maison, c'était la musique classique de mon père, avec dans chaque pièce, il allumait un poste et puis il allait dans une autre pièce, il en allumait un autre. Alors on avait de la chance quand c'était la même musique, parce que parfois c'était pas la même et c'est toujours le cas. Et puis premier étage, l'étage des frères, des enfants, avec là les Beatles, les Rolling Stones, Pink Floyd, Jefferson Airplane, plus tard Elton John, Supertramp, Dire Straits, voilà, la grande pop, les grandes années 70-80 de la pop musique mondiale. Voilà la musique qui m'a le plus influencé. Puis plus tard, quand j'ai voulu faire mes choix, quand j'ai commencé à faire mes choix musicaux personnels, c'est-à-dire vraiment la première fois où je suis allé m'acheter des CD, enfin des vinyles à l'époque, pardon, je suis quand même un peu plus vieux que ça, j'ai acheté de la musique dite d'artistes noirs, ce qui finalement il n'y avait pas chez moi. Je me suis tourné vers des choses comme le jazz évidemment, mais aussi la musique brésilienne, le reggae. Je me souviens d'avoir acheté un disque de Stevie Wonder. Voilà, donc la musique qui m'a influencé est extrêmement importante, mais la musique que j'ai choisie était finalement un autre courant que celle qui m'avait influencé, et c'était la musique noire en général, donc soul, musique africaine, musique brésilienne, cubaine, latine, etc. Voilà en gros. J'adore As It Comes. Quel est le thème de cette musique? Donc As It Comes est le titre de mon troisième album, qui est un album qui m'a été commandé par un label japonais.
et il fallait que je le fasse très vite, cet album, puisque l'équipe du label était vraiment prêt à sortir cet album rapidement, donc j'ai eu très peu de temps pour le faire. Si je dis ça, c'est parce que le premier album, j'ai dû mettre 6 ou 7 ans à le faire. Le deuxième album, j'ai mis 1 an à le faire. Et celui-là, j'ai mis 1 mois à le faire, à composer et enregistrer. Et si je l'ai appelé As It Comes, c'est parce que il est venu très vite. Donc la traduction française pourrait être Comme ça vient. Et je me suis laissé composer rapidement, sans réfléchir, sans chercher des choses conceptuelles. Voilà, c'est tout ce qui est venu et j'ai pris, je l'ai accepté et j'en ai fait des morceaux. Et notamment celui-là qui est une suite, comment dire, c'est un morceau qui est plus basé sur la suite harmonique que sur la mélodie. La mélodie est pour moi moins importante que la suite d'accords. Et cette suite d'accords est une suite qui s'enchaîne de manière logique, un peu compliqué à expliquer maintenant, mais si vous écoutez bien, c'est une série de transpositions. Et j'avais vraiment l'impression de tirer sur un fil et de laisser venir tout ce qui venait, enfin d'accepter tout ce qui venait dans ma tête, dans mon inspiration. Voilà pourquoi ça s'appelle As It Comes. Avez-vous déjà été influencé par la chanson japonaise? J'ai travaillé avec des Japonais, des compositeurs japonais. J'ai composé des chansons avec des compositeurs japonais. J'ai pas l'impression d'avoir, pour l'instant, été influencé, vraiment au vrai sens du terme, par la chanson japonaise. Peut-être par la musique japonaise. Dans l'absolu, puisque comme mon épouse est à moitié japonaise, on a des enfants qui ont regardé tous les films de Miyazaki. On les connaît par cœur, et donc on est bercé à la maison par la musique des films de Miyazaki. Donc oui, cette musique-là m'influence, parce que il y a dedans une forme harmonique et mélodique que je trouve intéressante, et qui me permet aussi de comprendre ce qu'aiment les Japonais. Mais je n'ai pas encore l'impression d'avoir composé un jour. Peut-être dans le dernier album, il y a un morceau qui s'appelle Omote Sando, où j'ai une mélodie qui commence à s'apparenter un petit peu à des choses techniquement qu'on appelle les pentatoniques. Donc on est dans quelque chose d'un petit peu plus asiatique. Mais je ne me sens pas encore réellement influencé par la chanson japonaise. Pourquoi est-ce que vous collaborez avec des musiciens japonais? Pourquoi est-ce que je collabore avec des musiciens japonais? D'abord parce que je collabore. Donc si j'étais dans un autre pays, je collaborerais avec les musiciens du pays. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est que partout où je vais en tournée, je demande à rencontrer des gens du coin, parce que ça me paraît être important d'échanger. Une des premières raisons pour lesquelles je fais de la musique, c'est le partage. C'est pour ça que j'ai tant de mal à jouer seul et que je le fais seulement depuis quelques mois, parce qu'on me l'a proposé et que voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant intellectuellement et techniquement. Mais dans l'absolu, ce que j'aime, c'est l'échange. L'échange, le ping-pong, le dialogue. Donc j'aime être en face de quelqu'un. Je me trouve plus intéressant quand je réponds à quelqu'un que quand j'invente quelque chose tout seul. Donc voilà, donc j'arrive au Japon en 2009 grâce à mon épouse qui me fait rencontrer ce pays. Et là, je commence à rencontrer des musiciens parce que je suis là. Et puis j'ai aussi j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle un sous-éditeur, c'est-à-dire un éditeur qui travaille avec mon éditeur français, qui est donc un éditeur japonais, qui s'appelle Nichion. Et les gens, l'équipe de Nichion me présente régulièrement des artistes japonais pour faire des collaborations. C'est vraiment dans un but précis d'écrire de la musique ensemble. Donc je me suis retrouvé à rencontrer Yuji Toriyama, qui est un grand musicien, compositeur, guitariste japonais,
Ryo Sonoda qui est un pianiste, Aounje qui est un grand orchestre, enfin un orchestre d'instruments typiques japonais. Voilà, il y en a d'autres. Momoko Yuasa qui est une chanteuse lyrique japonaise. À chaque fois, ce sont des expériences différentes. Au début, j'étais un peu surpris parce qu'on me demande souvent de faire des choses que j'ai encore jamais faites. Par exemple, la première fois qu'on m'a demandé de composer une chanson dans un studio avec quelqu'un que je connaissais pas, j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que la composition, ça peut être quelque chose de très intime. Et en fait, j'ai appris qu'au Japon, il faut toujours dire oui. Même les idées les plus bizarres, il faut toujours dire oui parce qu'il y a toujours un truc intéressant derrière. Et je suis toujours content de l'avoir fait quand j'ai fini. Donc voilà, je me suis retrouvé en studio et 2 heures après, on avait fait une chanson, puis une deuxième, puis une troisième, et voilà. Et finalement, ça fonctionne. Donc j'adore les collaborations avec des Japonais parce que je crois qu'ils me font sortir assez vite de ce que j'ai l'habitude de faire. Ils vont chercher chez moi des choses que je connaissais pas forcément ou que je pensais ne pas maîtriser. Et voilà, et je découvre des nouvelles choses, des nouveaux côtés. Voilà, il n'y a rien de plus plaisant que ça. Est-ce que vous avez des problèmes de création dans la musique? Oui, il y a des soucis parfois d'inspiration. L'inspiration, elle revient quand je vis des choses. J'ai l'impression d'avoir un sac à remplir. J'ai un sac à dos, je vis des choses, des choses gaies, des choses tristes, je rencontre des gens, j'ai des échecs, des grandes joies, des grands bonheurs, etc. Tout ça, ça fait des émotions que je mets dans mon sac et un jour, elles commencent à ressortir sous la forme de musique. En fait, la vie des gens m'a toujours inspiré. Je suis observateur. J'ai l'impression d'être une éponge et je prends des émotions, les émotions des autres. Tout ça, ça fabrique de l'émotion et je me sens vraiment à ma place d'artiste quand tout d'un coup, ces émotions ressortent sous la forme de musique et deviennent des morceaux. Voilà. D'autres problèmes de création, il peut y avoir des problèmes éventuellement de production, c'est-à-dire on a envie de créer un disque et puis c'est pas le bon moment, on n'a pas forcément les moyens pour le faire. Mais jusqu'à présent, j'ai eu la chance de pas trop être devant ce genre de problème. A priori, jusqu'à présent, chaque fois que j'ai fini un album, j'ai trouvé le moyen de le sortir dans des conditions correctes. Donc je touche du bois pour que ça dure. Pour pallier à ce problème d'ailleurs, au fait que l'inspiration n'arrive pas tous les jours, loin de là, et qu'elle arrive n'importe quand, qu'on soit en train de conduire, en train de faire la vaisselle, le réveil au matin, le matin pardon, ça arrive très souvent, ce moment où on ouvre les yeux et qu'on est encore entre deux mondes là. Maintenant, avec mon téléphone que j'ai toujours avec moi, j'enregistre toutes les idées qui passent. Et ça a changé vraiment des choses pour moi dans ma vie parce que ce sont vraiment ces idées-là qui comptent. L'inspiration, c'est l'idée qui arrive n'importe quand, au moment où on s'y attend le moins. Ça m'est arrivé chez des gens, à l'apéro. Tout d'un coup, je vais aux toilettes chanter mon truc dans mon téléphone en me disant « Ah, ça, je sais ce que je vais en faire. » Et puis, je le laisse reposer. Et puis, 6 mois après, tout d'un coup, je me dis « Tiens, mon sac est plein. Il faut que je fasse un disque parce que j'ai un producteur qui me dit bah, « Tiens, ça serait bien que dans 2 mois, il y ait quelque chose. » Et là, je vais chercher dans mon sac. Et je trouve mes morceaux. Et je les recolle. Et des fois, je me dis « Tiens, ça serait bien l'intro de ça. » D'un truc que j'ai fait plus tard. Et voilà. Et je fais ma soupe, ma sauce, et ça finit par être des morceaux. Voilà. Votre frère est passionné de voitures de course. Est-ce que votre point commun est la passion? Notre point commun, la passion. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je pense être plus passionné que lui. Au vrai sens du terme. C'est-à-dire si vraiment on cherche à définir la passion au sens littéraire du terme,
je crois que je vis une passion, c'est-à-dire que je ne peux absolument rien faire d'autre. Je ne peux pas ne pas jouer. Je ne peux pas passer plusieurs jours, voire semaines, sans faire un concert. Je ne suis bien que quand j'ai fait un concert et les jours d'après. Ça, c'est une vraie passion. Une passion, au sens littéraire, c'est quelque chose qui brûle, qui n'est pas forcément agréable, qu'il faut apprendre à maîtriser. Voilà. Donc, si on parle de cette passion-là, j'ai l'impression d'être plus passionné que lui parce que je suis un artiste et que sans doute lui ne l'est pas. Maintenant, si on parle d'une passion plus légère, il a des vraies passions qui sont effectivement la course automobile, mais aussi la photo. Depuis une bonne dizaine d'années, il fait des photos vraiment très belles et on sent qu'il est forcément passionné parce qu'il a été suffisamment loin pour faire des progrès. Donc ça demande forcément un peu de passion. Mais j'émettrais simplement une réserve sur la différence entre la passion au sens un peu populaire et la vraie passion qui est un feu qui brûle et qui fait que moi je ne pourrais absolument pas faire autre chose, alors que lui il fait très bien autre chose. Voilà. Est-ce que vous aimez le sport? J'aime le sport, comme j'aime la pratique des instruments, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la concentration d'un sportif, le fait qu'il travaille pour arriver à un but précis. Je trouve ça extrêmement beau. J'aime le sport comme étant quelque chose qui fait du bien physiquement à n'importe qui, et donc à tout le monde. Mais je ne pratique pas le sport parce que j'arrive pas à tout faire, parce que plus on avance dans la vie et plus on a de choses à faire et plus c'est difficile de trouver du temps. Donc j'ai finalement fait le choix de ne pas en faire, à part quand vraiment je craque, je vais me mettre à faire du vélo, quand j'ai besoin comme tout le monde. J'aime beaucoup marcher très longtemps à la montagne par exemple, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Comme disait Colin Serrault dans un de ses films, marcher 2 heures dans la montagne, ça rend beaucoup plus intelligent, et ça, je partage tout à fait cet avis. Donc voilà, j'aime le sport, mais je regarde pas le sport à la télévision parce que je trouve ça... je suis pas assez amateur et puis j'ai pas le temps. Voilà. À part une finale de Roland-Garros, parce que c'est vraiment agréable et que ça correspond à un moment de l'année qui est sympa, il y a le printemps, il fait chaud dehors, etc. Mais sinon, on peut pas dire que ce soit une passion. Voilà. Par contre, je suis très inspiré par le chemin d'un sportif, par le côté jusqu'au boutiste, par le côté précision, concentration, et je suis toujours très ému par les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Et là, c'est le côté réunion, en fait. C'est le côté... c'est tellement incroyable et rare de voir autant de gens ensemble, avoir la banane, être heureux pour les mêmes raisons, toutes les couleurs, toutes les langues, etc. C'est quand même un des seuls moments de la vie, tous les 4 ans, où on voit des gens ensemble qui se battent pas et qui parlent tous des langues différentes et qui se disent des choses agréables, etc. Voilà, ça fait partie de ma réponse concernant le sport. J'aime le fait que les gens fassent des choses ensemble. Où habitez-vous en France? Alors en France, j'habite dans un petit village qui s'appelle les Loges en Josas. C'est pas facile à prononcer. Faut pas le dire trop vite. Voilà, qui est en fait un tout petit village à côté de Versailles. J'ai la chance d'être arrivé là par hasard, puisque je cherchais une maison ailleurs, en fait, dans le coin. Et je suis tombé par hasard sur un agent immobilier qui m'a dit: j'ai une maison à louer dans ce petit village. Et je suis monté dans ce village qui est vraiment sur une colline. Et ça ressemble à, je sais pas, au Pays Basque ou au Pays de Galles, où on est sur une petite colline avec des arbres, des chevaux. Il y a 1500 personnes, une petite église, une mairie, 4 ou 5 rues. Et voilà, et j'ai beaucoup de chance d'habiter dans cet endroit et j'espère que j'y reste très longtemps. Mais évidemment, avec beaucoup d'allers-retours avec le Japon.
Bye.